La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour, docteur Wetchokolici. Bonjour Anne. Oui, donc on va se tutoyer. Mais voilà. Donc j'ai beaucoup entendu parler de toi. Du coup, j'ai été voir tes vidéos sur YouTube. J'ai suivi un de tes lives. Et avant, on va revenir sur le sujet par la suite. Mais est-ce que tu pourrais déjà te présenter, comme ça les auditeurs on apprenne un peu plus sur toi. En fait, ce que je dirais en premier, parce qu'aujourd'hui, dans la présentation, et mon retour au Cameroun, c'est une présentation qui est d'abord qui je suis dans le sens d'où je viens aussi. Ok. Donc voilà, je suis camerounaise, d'origine banouké, de père Menka à Bafou. Ok. Bafou. Dans le Tchad. Voilà. Et de mère Banka à Bafon, dans le Honka. Ok, parfait. Je situe Bafon. Tiens, je sais très bien. Donc, voilà, donc, nous sommes des régions des montagnes, vraiment, voilà, d'où on vient, et j'ai grandi à Kinsamba. Kinsamba, c'est une ville de littoral. Le littoral, déjà, oui. Et près de Ankara. Ok. C'est vraiment la transition. Moi, j'ai grandi là-bas, et je suis née à Yaoundé. Donc, vraiment, c'est un peu là où j'ai grandi, là où j'ai ma base, de naissance, que j'ai grandi. Parce que ça, j'ai eu besoin de réfuter ça, et c'est important. Parce qu'on ne peut pas être juste médecin. Ok. Donc voilà, parce que pour moi, je viens de là. C'est là où j'ai toute ma force, mes ressources. Ok. Pour être ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais bien valoriser ça, parce que ça, c'est vraiment important. Parce qu'on valorise les gens par leur métier, et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que pour moi, c'est d'abord ça. C'est la force. C'est la force. C'est là où je viens. D'accord. C'est important. Okay. Voilà, donc c'est ça. Et donc, et de cette union de mes parents, qui est une union qui est pas par le mariage, donc je suis fille unique. Ah, tu es une fille unique. Je suis fille unique, mais j'ai une grande famille. Donc, ce qui a rendu un peu, pas difficile, mais de vivre avec deux familles différents, vraiment, sont différents, parce que mon père est chef, savoir ça. Oui. Chef américain, oui, voilà, c'est une forte famille, et je n'ai pas grandi dans cette famille-là. Ok. J'ai grandi à Bafon, avec les Bafons. Oui. Donc, c'était un peu rendu difficile, parce que je ne connaissais pas trop mes frères de l'autre côté, oui. Et j'ai appris à les connaître plus tard. Plus grande. Oui, plus grande. Et de savoir que mon père était un chef que je ne savais pas. Ah, toi aussi tu as appris seulement par la suite. J'ai commencé à comprendre un peu tard. Ok. Voilà, donc et cette force-là, de chance, elle est beaucoup plus en moi que je pensais. Voilà. Donc c'est le fait que c'est en grandissant que je me découvre et que j'apprends à mieux me connaître, parce que c'est vraiment important. Et je pense qu'à force de me comprendre, de chercher à me connaître, j'ai découvert des choses en fait. Voilà. Et aussi, j'étais très malade petite. Et j'ai compris que quand un enfant est dans une recherche de la paternité de père, on va dire ça, il peut aussi être malade parce qu'il y a des choses en nous qu'on ne comprend pas. Voilà. Et donc ça, par contre, dans cette évolution, beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'étais pas bien en évoluant. Et ça, toi-même, tu l'as compris Ça fait peut-être 4 ans. Ah ouais. Oui, ça fait peut-être 4 ans que je commence à comprendre la difficulté d'un enfant
qui vit dans deux familles, qui vit dans une famille, mais que dans ce qu'il est, il y a beaucoup de l'autre côté. Oui, oui. Ce qui fait que l'enfant, quand Il n'est pas entier. Il n'est pas entier et il cherche quelque chose que les autres ne peuvent pas lui donner. Oui. Parce que ceux qui sont dans le bas-fond, ils ne me comprennent pas, puisqu'ils se disent, nous, on ne comprend pas ce que tu veux. Mais ce que je voulais était à bas. Oui. Et surtout qu'ils ont l'impression de t'apporter tout. Oui. Donc, oui. Et que je suis toujours malheureuse. Oui, que tu es toujours malheureuse. Donc, ça doit être aussi frustrant. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai vécu dans cette frustration et d'incompréhension parce que je me fâchais finalement, parce que j'étais fâchée. Parce que je ne pouvais pas comprendre que je des demandes qui ne peuvent pas être sans réponse. Des demandes sans réponse. Donc, je suis allée à ma propre recherche. Ok. De moi-même. Ouais. Voilà. Et c'est un peu mon parcours, en fait. Hein. C'est un peu ça. Parce que, bon, les gens peuvent dire, oui, tu déranges, mais je pense que chaque enfant mérite de savoir qui il est. Ouais. Oui. Ouais. Pour se construire. Ouais. Ça, je revendique. Hein. Je dis pour moi que les enfants, mes amis, j'en parle, il faut plus faire ça. Ouais. Voilà, si vous divorcez, ne vous disputez pas avec les parents, avec le père, la mère, tout ça, parce que les enfants, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça mon cheminement. Et puis quand j'étais très malade, je suis devenue médecin. Parce que comme c'est tout le temps malade, petite, j'allais tout le temps chez le médecin. Et donc finalement, les médecins, pour moi, c'était pour moi comme un dieu, pas un dieu, mais ils me soignaient. Oui. Avec le médecin, tu allais mieux. Tu avais associé ça à un mieux. Oui, voilà. Donc, je suis dit, je vais être médecin. Ah, ouais. Donc, c'était être médecin ou pharmacien, parce que j'ai une tante qui est pharmacienne et je vivais souvent à Mandio quand elle était à la pharmacie à Mandio. Et plus tard, quand je suis arrivée, à la fin, j'ai dit non, je vais être médecin. J'avais le choix entre les deux. Ouais, et puis j'ai choisi la médecine. Et aujourd'hui, je comprends mieux parce que mon petit frère, du côté de maman, il est né avec des soucis de santé. Et dans ma propre recherche de ma problématique médicale de santé, il y avait un lien très fort entre lui et moi. Voilà, et j'ai compris en fait qu'il était autiste. Ah, et ça tu l'as compris quand? Quand il est mort. Ah, mince alors. Parce qu'en fait, il est mort l'année passée. Hein. Il est mort l'année passée. Et en fait, dans le parcours de ce que je faisais, j'ai rencontré des gens qui me donnaient des informations. De par le problème de santé, j'avais construit, comme j'ai construit ma propre histoire, dans ma façon de voir les patients, je les amenais à reconstruire leur histoire. Donc, de créer une forme de l'analyse qui permettait de repartir à la base. Et d'amener les gens à regarder leur vie, leur histoire, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve la vérité. Oui, c'est là-dedans qu'il y a les réponses, mais je pense que souvent pour les gens... Déjà, c'est un long processus. Oui. Difficile parce que ça remue. Il faut retourner des choses qu'on n'a parfois pas envie, finalement, de trop secouer. Oui. Et que les réponses sont là, mais je pense que le processus doit faire peur. Ouais. Ça fait peur, mais en fait, il faut affronter ces peurs. Oui. On se dit, si on enfouit tout ça, oui. On n'a peut-être pas comment veux-tu que je te soigne si tu ne veux pas affronter tes propres peurs? Tu me demandes à moi de te soigner, alors que tu n'es pas capable d'affronter ce que tu sais. Oui. Toi, tu penses que être malade, c'est pas qu'un problème physique, biologique, que c'est bien au-delà. C'est une conséquence. Oui. Les conséquences, il y a des maladies qu'on peut gérer dans le sens de une grippe. Bon, voilà, je ne parle pas de ça. Je parle de ce mal-être qui est là et que tu nourris jusqu'à arriver au cancer. Parce que plus tu es négatif, tu ne vas pas bien, tu traînes les casseroles, tu te bats, et puis à un moment donné, ça va basculer. Oui. Ta chair va finir par être marquée. Parce que le lien émotion et maladie, c'est réaliste, hein, faut pas cacher. Ouais. Et moi, je pense que de ce travail-là, j'ai commencé à côtoyer des enfants autistes, mais je ne faisais pas le lien à mon grand petit frère qui est décédé quand même à 37 ans, mais je ne voyais pas le lien.
Et plus tard, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire des régimes bas en histamine, parce que c'est l'histamine par rapport aux allergies, des choses comme ça, je le mettrais juste comme ça au début, comme ça. Donc, je me suis rendu compte que quand je faisais des régimes bas en histamine des enfants autistes, ils allaient beaucoup mieux. Pour tous les degrés d'autisme ou Ça, quand c'est trop loin, c'est différent. Ok. Il faut les prendre très tôt. Okay. Mais même ceux qui sont allés très loin, quand on calme déjà, on sent déjà une différence. Mais il faut maintenant aller plus loin. C'est ça qui est plus difficile. Mais il y a des barrières, je n'en parlerai pas parce que c'est très compliqué avec le conventionnel. Donc, mais il y a déjà cette approche qu'on peut avoir avec certains enfants, certaines familles, qui mettent en place leur stratégie. S'ils ont confiance, il y a ce côté-là. Donc, ils ont compris qu'il n'y a pas que les médicaments, mais les médicaments viennent aider. Mais il y a un processus nutritionnel aussi qui aggrave la situation. Oui. Donc, si tu donnes des sucres à tes enfants autistes, tu les envoies vraiment dans l'agressivité. Ok. Donc, ça, il faut changer. Donc, c'est tout ce travail-là. Et c'est dans ça que vers fin 2021, parce qu'en 2023, j'ai côtoyé ces enfants-là. Et début janvier, mon frère est mort. Ah, ouais. Et là, pas eu le temps. C'est là que je dis, Franck était autiste. Parce que j'ai vu le parcours de ces enfants-là. J'ai vu des errances médicales par rapport à lui. Et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Je n'avais pas vu venir. Ouais. Mais en même temps, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ces enfants-là, qui naissent avec la nuque qui traîne en hyperextension, en fait, c'est ça. Ces enfants-là, quand ils sont en hyperextension, parce qu'ils sont très souples, il y en a qui sont vraiment souples, et dans le ventre, maman, ils sont comme ça en hyperextension. Et alors, la base du crâne, si tu veux, il y a les nerfs qui passent là. Oui. Et ces nerfs-là sont les nerfs de l'oralité. Donc, tout ce qui est orofacial. Et donc, ils n'arrivent pas à téter. La succion est difficile. Oui. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils ont des congestions nasales. Ils ont la bouche ouverte. Ils ont la langue qui est plus... Oui, la langue n'est pas bien. Et donc, ils grandissent avec ça. Mais alors qu'il fallait juste travailler la base du crâne. Il fallait juste faire des massages par un ostéopathe à la naissance. Ok. Ouais, donc, ce travail, vraiment, je suis arrivée là-dessus en me disant, mais c'est pas possible. Ça se fait les 6 mois de grossesse. Donc, à partir de 6 mois de grossesse, l'enfant commence à développer ça. Et donc, on se rend compte qu'il y a des enfants que l'histamine, en fait, elle est importante. L'histamine, c'est pas que l'allergie. L'histamine, c'est aussi dans le développement de l'enfant avec les mastocytes. Et ça, c'est sorti récemment. Aux États-Unis, il y a des études qui ont montré maintenant qu'on ne peut plus laisser les enfants dans l'errance parce que cette pathologie qui est intra-utérine et que les enfants en naissant ne savent pas crier, ils ont du mal à crier, ils ont parfois le cordon autour du cou, ils ont des choses comme ça, et que si on ne traite pas très tôt, le cerveau va aller vers l'inflammation. Et donc, en fait, le développement de l'enfant va être plus difficile. Et donc, ils ont des problèmes de perception, ils ont des problèmes en fait, c'est la perception qui va changer. Donc, ils ont des problèmes de sens. Ils ont des problèmes de texture, d'oralité, oui. Voilà, donc toute cette zone-là va être touchée et donc ce développement va être compliqué avec des mouvements fins qui vont être difficiles, mais les chaussettes attachées, les lacets, enfin bref, c'est toutes des petites choses. Voilà. Donc maintenant, moi je me dis, ok, je suis revenue, je pense que maintenant je peux aborder différemment cette partie de l'enfant et aider les parents qui veulent avoir des enfants, parce que les parents que j'ai découverts sont des parents qui sont très allergiques. Il y a des allergies, des trucs, on voit vraiment ça, et que l'enzyme qui dégrade l'histamine n'est pas bonne chez eux. Elle a soit été modifiée génétiquement avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme l'alimentation, tout ça, et que finalement l'enfant, pendant la grossesse, n'a pas eu suffisamment. Le placenta n'a pas produit suffisamment, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Et dans le lait maternel aussi, il y a beaucoup de cette enzyme. Et que si les parents n'ont pas suffisamment dans le lait la maman, et que la maman mange des aliments trop transformés, dans le lait donne de l'histamine à l'enfant. Oui, alors il dort pas bien, il y a des chroniques, il y a plein de trucs. C'est un travail long, profond, pas fini. Il y a encore un chemin, mais je vois déjà un peu comment se profile, comment pour aider les futures mamans, voilà, à s'organiser, avec les papas aussi,
pour pouvoir permettre au niveau de l'enfant qui arrive d'être mieux pris en charge. Ok, eh ben, super. Une présentation, on comprend tout de suite qu'on a affaire à une personnalité. C'est moi un peu ça, Oui. c'est parce que, voilà, et moi j'ai compris pour moi aussi, j'ai compris que je peux pas manger n'importe quoi, et que j'ai vu, hein, je sais maintenant, et que, voilà. Mais franchement, en ce qui me concerne moi, j'ai 53 ans, je vais mieux que ce que j'étais. Parce que l'enfant qui est très malade, alors l'enfant qui se prend en charge, qui gère mieux, et qui c'est pas la même personne. Ok. Mais on va revenir, parce que tu m'as déjà donné plein d'idées pour des questions. Voilà. Je vais juste te poser 2-3 questions que je pose toujours sur le podcast. Est-ce que tu connaissais déjà le terme afropéenne? Non, c'est avec toi. Tu l'as découvert. Et est-ce que maintenant que tu le connais, tu te sens afropéenne? Mais il faut redéfinir ça, parce que j'ai... Bon, alors, en gros, je vais te donner ma vision des choses, mais si tu écoutes le podcast, tu verras qu'il y en a d'autres. Pour moi, afropéenne est venue d'une façon assez naturelle et assez simple. C'est que je voulais parler des femmes noires afrodescendantes qui vivent en Europe. Et le terme m'est venu comme ça, spontanément. Et puis, comme on dit, afro-américaine. Voilà, donc c'est un peu comme ça que moi, ça m'est venu. Et en lisant, en cherchant, je me suis rendu compte que il existait déjà depuis très longtemps, ce terme. J'ai rien inventé du tout. Et je ferai même une petite séquence dessus, mais il y a une écrivaine camerounaise que j'adore, qui l'a remis au goût du jour, Leonara Miano. Je sais pas si tu connais. Eh ben, je t'invite à la lire. Elle est incroyable. Et avant ça, si tu veux, la toute première personne qui a vraiment, avant elle, ce mot n'existait pas, c'est Zap Mama. Tu vois la chanteuse belge. Zap Mama, ça me dit quelque chose. Voilà. Et ben, c'est la toute première qui a, en fait, elle a fait un disque sur des rythmes européens, mais avec des notes très africaines, des sons très africains. Et elle a intitulé ce disque Afropéa. Et en fait, c'est la toute première fois que ce terme apparaît. Donc voilà, tu vois, moi je ne savais pas tout ça. Hein. J'ai découvert en travaillant sur le podcast, mais je me suis dit, finalement, ça m'est venu naturellement, mais c'est parce que ça vient naturellement à tous qu'on associe ces deux termes-là. Donc voilà. Après, même si ça paraît évident que afro-européen, c'est ça, il y en a qui ne se sentent pas pour autant afropéenne. Dans le podcast, il y en a qui disent moi je me sens complètement africaine, moi je me sens complètement citoyenne du monde, je me sens rien du tout, j'ai eu dernièrement. Non, moi je dirais par rapport à afropéenne, et je viens de le mettre dans mes posts du Puissance du Cameroun. J'ai dit, tu vas voir dans les posts que j'ai commencé au Cameroun, j'ai dit, je me suis d'abord reconnectée à ma terre. Après, je me suis reconnectée au père. Je me suis reconnectée à la mère. Donc, je suis allée à Abidjan, je suis allée à Bafon, ma terre, c'est le Cameroun. Et puis, je me suis reconnectée à la filiation. Ok. Mon fils. Donc, je me suis transmis la force d'où il vient. Ok. Parce que vous êtes allés tous les deux? Oui, on était 3 avec mon compagnon. Ok. Et mon compagnon est belge. Okay. Donc, on est allés tous les 3 ensemble et j'ai transmis à mon fils, là où il vient, son socle, sa force. C'est là qu'il n'oublie pas. Et puis, je me suis reconnectée parce qu'ayant transmis cette filiation, qui est celle que toute mère doit transmettre à l'enfant, il prenne son envol, là, je me sens libre. Ok. Et là, de cette liberté, j'ai dit, je trouverai l'âme sœur, la personne avec qui je peux continuer mon chemin. Il est belge, il est d'origine belge. Et je suis heureuse aussi d'amener dans ma vie cette terre d'adoption. Parce que cette terre m'a adoptée. Ça fait quand même, je suis arrivée à 87, j'ai quand même 35 ans que je suis ici. Je ne peux pas dire que je ne suis pas ailleurs, je suis belge. Mais j'ai une origine africaine, camerounaise, bamileke. Voilà, donc ça, je suis... Non. Mais moi, c'est la première fois que tu rentrais? C'est la première fois que tu rentrais au pays? Ou bien... Pas de cette façon. Ah, d'accord. Avec un enfant qui a 25 ans. Lui, c'était la première fois? Non, il est venu, mais
suis venue pour ses 13 ans. Oui. Je lui ai présenté d'où il vient, je lui ai montré où j'étais à l'école. J'ai dit, voilà, ta maman vient d'ici. Ça, c'est des grands moments. J'ai fait ça pour ses 13 ans. Oui. Et là, j'ai refait pour ses 25 ans. Ok. Donc, avant de quitter, vraiment, pour être un homme, prendre sa famille, il sache qu'il est pas. Super. Mais et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de... Enfin, tu vois, ce nouveau mindset avec lequel tu es reparti, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que le travail que j'ai mis en place, avec savoir pourquoi j'étais malade, tout ce parcours que j'ai eu, j'ai eu beaucoup d'épreuves, hein, faut pas croire, j'ai eu des épreuves très difficiles, hein, ça c'est important, c'est pas le but, mais une des épreuves vraiment difficiles. Et sortir de cette épreuve-là, et remettre les bases, il fallait le faire. Oui. Ok. Il fallait le faire, c'est pas possible. C'est moi qui décide maintenant de ma vie. Ok. Là, je remettais les choses à leur place et c'est moi qui décide de maintenant de la suite. Ok, tu as repris le pouvoir. Oui. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que j'ai refait ça. C'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place et je sais pourquoi je suis en Belgique. C'est ma terre adoptive. Oui, voilà, elle m'a accueillie. Et donc, pour moi, je suis une Belge d'origine camerounaise. Voilà, là c'est clair et net. Et je l'assume vraiment bien. Et il n'y a pas de raison. Okay. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, mais je suis un enfant du monde, partout j'irai, je serai bien. Mais la Belgique m'a accueilli, et je confonds bien avec les Belges, je n'ai pas de soucis. Et donc, pour moi, non. Ok. Ouais. C'est ça, en fait. Ça va, c'est une belle réponse. Je suis assez satisfaite. Et donc, du coup, tu es arrivé en Belgique pour tes études? Oui. C'est vraiment ça qui t'a guidé. Et donc, tu es resté, tu as fait ta vie, et... En fait, pardon. C'est important. En fait, quand j'étais à Namur, j'ai fait Namur, on est parti, et en arrivant à Bruxelles, qui est la deuxième partie de la médecine, j'ai rencontré le père de mon fils, dont nous sommes mariés. Donc, avant de terminer mes études, j'étais même pas mariée. Ah oui, ok. Oui. Mon fils est né quand j'étais encore étudiante. En fait. Oui. Voilà, donc j'ai mené une vie de femme mariée, enfant, avant de terminer mes études. Et quand j'ai commencé à travailler comme médecin généraliste, c'était avec un bébé de 3 ans, même pas 2 ans, même pas. Ouais. Même 2-3 ans. C'est quelque chose, ça. Ouais. Donc voilà, j'ai démarré comme ça. Et c'était pas facile, mais on tient. On n'a pas de parents ici, mais bon. Ouais, il faut se battre avec les armes qu'on a. Ouais. Oui, et c'était une chance parce que finalement, il est né, j'étais étudiante, mais j'ai plus d'enfants après. Ah. Donc finalement, je me dis, quelle chance, parce que j'aurais pu dire, je suis étudiante, je n'ai pas d'enfants. Oui. Mais heureusement, j'ai dit oui. Oui. Et à la suite, je ne l'ai pas. Ça c'est quelque chose, hein. Ça c'est un beau témoignage. Ça c'est un beau témoignage. Je lui dis toujours merci, c'est un cadeau. Oh purée. Ouais. Non. Là, je vois un peu le truc de loin. Parce que j'ai voulu avoir plus, j'ai pas pu. Mais je me dis, c'est une chose. Je me dis, merde, si j'avais avorté comme beaucoup font, mais c'est pas possible. Je n'aurais pas eu. Donc, c'est pour ça que ce cheminement-là, je le fais pour lui. Parce que c'est un cadeau que j'ai reçu. Et ce cadeau-là, il faut qu'il suive le chemin. Oui. Tu as vraiment défait tous les liens, que lui puisse faire son chemin sans tous ces liens que toi, tu as dû subir. Voilà. Ok. Eh ben, un beau cadeau de maman. Très beau cadeau. Une mère, c'est ça. Hein. Ah bah oui. Une mère, c'est aider la transmission, à évoluer, mais pas juste à être médecin, comptable, je sais pas. Moi, c'est pas ça. Ouais. Moi, un enfant, c'est d'abord ses origines, sa base, son socle. Être bien assis avant de regarder devant. Ouais. C'est d'abord l'humain. Enfin, je dis, c'est vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle devient au-delà de son métier, de ses diplômes. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel. Hein. Sauf qu'on l'oublie trop souvent, parce qu'on se laisse... on rentre dans l'engrenage de la vie et des on-dit de la société. Tu vois, on se laisse manger. On se laisse manger. Maman, ramenons nos enfants à l'essentiel. N'ayons pas peur de leur dire la vérité.
Parce que quand ils vont tomber de haut, et ça va pas. Et ça, ouais. Ok. C'est très tôt que nous devons éduquer nos enfants. Merci, madame. Là, vous me remettez un... Quand j'aurai fini ici, je vais vite aller retrouver mes enfants. Non, mais sincèrement, parce que on a oublié ça. Et moi, je dis toujours que, franchement, le Covid, c'est une période difficile. Parce que c'est une période le confinement était pour moi une période de remise vraiment à niveau. Rassieds-toi. Ouais. Pose-toi des bonnes questions. Ouais. Là, pour le coup, on pouvait plus fuir. On était enfermé avec soi-même. De lundi à lundi. Là, on pouvait plus fuir. Hein. C'est une période où il a fallu faire face à toi. Ah ouais. Celui qui n'a pas été face à lui. À ce moment-là, non mais si quelqu'un n'a pas vu son miroir pendant le confinement, il l'aura plus jamais. On n'a jamais eu une occasion aussi grande de se regarder en face. Ouais. Jamais. Que tu veuilles ou non, tu ne vas pas bosser. Le mari là que tu avais choisi, regarde-le bien maintenant. Vous êtes face à pas tous les jours. Les enfants, ils sont pas à la crèche, à l'école, ils sont là. Ils crient, tu les entends. Ouais, non, là pour le coup, la vie, elle était... Regarde-moi bien. Ouais, c'est ça que j'ai préféré. Au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense que ça, pour moi, ça a été c'est un cadeau. Oui. Réveille-toi et remets les bases. Ok. Ouais, et là, quand tu parles, crois-moi, ça me remue. Tu vois, c'est toujours bon de réentendre. Voilà. Un écho. Ouais. Et sinon, Lucie, toi, tu es connue, hein, parce que ne soyons pas, ne mâchons pas les mots, tu es connue. Non, mais je t'assure que jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai commencé ça au confinement, j'étais loin de savoir ça. Parce que j'habitais en place. J'ai commencé ça, comme toi tu as commencé ton podcast, un peu comme ça. Oui, voilà, j'ai commencé, j'écrivais des trucs, voilà, je suis toujours passionnée de faire des recherches, j'ai toujours été comme ça en fait. C'est ça qui m'intéressait beaucoup et le contact avec les gens. Donc j'ai ma clientèle, je fais des recherches, je regarde, je pose, je note. En fait, j'étais comme ça, je ne savais pas, mais j'avais déjà vu ça avant. Et alors une dame m'a dit, mais Dr. Mitsuko, vous écrivez beaucoup des trucs, mais on ne vous connaît pas en fait. Et j'ai dit, oh, t'as raison. Mais j'étais timide, un peu. Je n'osais pas, voilà. J'ai commencé à inviter des gens pour faire avec moi parce que je n'osais pas encore m'afficher. Voilà. Et puis j'ai essayé, et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des posts, je faisais des trucs, j'en parlais. Et puis un jour, on m'a dit, je suis la spécialiste de l'histamine. Tiens. Moi, j'avais jamais. Donc, ce sont les autres qui t'ont nommé. Oui. Ok. Moi, je n'ai jamais écrit quelque part que je suis spécialiste. Et même encore aujourd'hui, je ne le dis pas. Ce sont les autres qui le disent. Oui. C'est pas moi. Parce que, en fait, il faut savoir qu'au niveau médical, on a tout un parcours de formation. Et le titre, c'est un titre... je n'ai pas fait un diplôme, un truc pour avoir ça. Je suis passionnée de ce que je fais. Dans ma vie, donc tout ce que je fais, j'ai toujours fait avec passion. Ça, c'est clair. Donc, je vais toujours plus loin, en fait. Voilà. Maintenant, on m'a dit, Lucie, qui est venue, même au Canada, il y a une dame qui m'a dit, écoutez, moi, je suis en vidéo parce qu'il n'y a que vous, vraiment, qui allez beaucoup plus loin dans ce sujet. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Il y a eu des gens de Nouméa, il y a des gens, j'ai dit partout, dans tout, je ne sais plus, j'ai eu des gens. La Réunion, Nouméa, j'ai dit Nouméa, vous avez intuit automatiquement, je me suis dit, pardon, et là, attends, il y a un truc là. Il se passe quelque chose. Ah oui, le Maroc, l'Algérie, ah oui. J'ai eu une consoeur médecin de Maroc qui est venue me voir, une spécialiste. J'étais là, j'ai dit non, elle dit autorité économique. J'ai pris l'avion pour venir me voir.
Ouais. Mais la reconnaissance des pères, c'est quand même quelque chose, non? Ah non, mais là j'ai compris. Hein. Je t'assure que quand cette femme médecin est venue devant moi, et c'est pas n'importe quel spécialiste, j'étais là. Je me dis, attends. Il se passe quelque chose. Quelque chose. Parce que elle dit qu'elle a pris l'avion, elle était là, elle était venue d'un rapport. Je dis, mais c'est pas en ligne. Elle dit, non, je suis devant vous. Salut. Ouais. Et là, je te jure, je me suis dit, Lucie, attends. Ouais. Là, tu commences à réaliser. Oui. C'est là que tu te dis, c'est même pas un patient. C'est plus un patient, mais un patient confrère, confrère. Donc, c'est une double reconnaissance en tant que père, mais aussi en tant que patient. Donc, c'est... Oui, voilà. Donc, elle, carrément, c'était ça. Et un autre confrère qui me dit merci, parce que grâce à vous, j'ai aidé ma femme. Ah. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, en fait. Okay. Ça c'est le troisième trimestre de l'année passée que s'est passé. Donc, et je me suis dit, là, Lucie, c'est pas que les gens te donnent ce titre de spécialiste de l'histamine, mais tes consoeurs, tes confrères commencent à se rendre compte que c'est vrai. Oui. Qu'ils trouvent chez toi quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans la grande médecine qu'ils ont appris et qu'ils pratiquent. Oui. Donc, Oui. Parce qu'il y avait des gens qui avaient dit à des malades, des médecins, qui avaient dit que j'affabulais. Quand on amène de nouveaux concepts, c'est souvent... Hein, oui, il faut ça on m'a dit j'affabulais. Il y a l'autre qui a dit au patient que oui, c'est pas ma faute et que cette patiente raconte n'importe quoi et que je soutiens. Non, mais elle est malade. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Ça veut dire que si cette jeune fille qui dit ça et qu'on dit qu'elle affabule et qu'il y a une maladie, là, des gens qui racontent des maladies, j'oublie le nom, je dis, mais si on lui dit qu'elle a ça, ça veut dire que moi je l'ai. Or, moi, je suis médecin. Ça veut dire qu'on met en doute même moi, mon métier, mon truc. Et je me dis, attends, il y a un problème là. Et comme j'allais mieux avec ce que je mettais en place, je me dis, en tout cas, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un problème. Donc, j'ai dit, Lucie, ok, tu vas avoir des soucis de santé, j'allais avoir des soucis. Il y a même un qui m'a traité de bourreau. Oui. Non, c'est vrai. Et donc, j'ai dit, ok, non, mais c'est comme ça, je pense que je reste un petit point. Je ne parle pas, hein. Ouais, moi, je fais mes trucs. Ah oui, celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Il n'y a pas de contrainte, oui. Non, moi, personnellement, mais un jour, vous allez voir que j'ai raison. Mais je ne vais pas, je ne suis plus. Oui. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, ne veulent pas. C'est tout. C'est tout. Ouais, chacun fait son chemin. Oui, je ne me bats plus avec ça. Je dis, voilà, mais parce que ça crée des conflits. Hein. Non, j'ai vécu des moments difficiles. Hein. Ouais. Non, oui. En plus, quand on est dans un milieu aussi cadré, aussi... comment on dit ça? C'est très corporate, tu vois? L'entre-soi et quand tu viens changer, les paradigmes qui dominent depuis, hein? Et puis à ceux qui sont les porteurs du paradigme. Non, venir et faire sa petite... non, j'ai vécu des moments difficiles. J'avoue, l'année dernière, c'était pas facile pour moi. Ouais, donc j'ai fini l'année difficilement parce que j'ai été choquée d'être attaquée et j'avais rien fait. C'est des gens qui vont alors des médecins une dénonciation. Une dénonciation pour quelque chose qu'au fond, ils ne connaissent même pas ce qu'il fait. Enfin, je me pose la question si aujourd'hui je peux se regarder en face cette personne parce que je ne vois pas. Je ne voyais pas quoi. Allô, ça va? J'ai eu une coupure, mais... Oui. Ah oui, mais ça a repris. Oui. Là, c'est bon. Oui, il y a une coupure, oui. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est bien, c'est comme ça. J'ai dit, je dois faire attention parce que... Tu as attaqué le système se défend, il répond. Oui, mais le système doit être fermé. Oui. Mais c'est ça le problème. Souvent, des systèmes rigides, c'est qu'ils... Enfin... Ils ont peur de la nouveauté, ça déstabilise, il faut se justifier, tu vois. Mais la science évolue. Ouais, la science évolue. Mais on est souvent content d'avoir des réponses toutes faites qu'on balance comme ça.
Et en fait, les gens ne réfléchissent plus. Et quand on les oblige à réfléchir... Oh, Non, mais en fait, j'ai pas cherché non. ailleurs, hein. J'ai trouvé Ouais. les études, hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé les études. Je l'ai pas tout fait comme ça. Quelqu'un vient, il me donne, il expose son problème. Je prends le temps de chercher des études. Je vérifie. Je note. Je fais des posts là-dessus. Et le patient, il comprend et il s'améliore. Ouais. Et je vois les résultats après. Ben, qu'est-ce qu'on demande en plus à un médecin? Démarche scientifique. Et d'aller mieux. Ouais. Et dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas inventé. Dans tout ce que j'ai dit, j'ai les études. Tout mon ordinateur est plein d'études. Hein. Je ne sais même pas ce qui m'aide au niveau de recevoir. Il m'a dit, Lucie, c'est pas possible. Il faut que tu arrêtes parce que elle dit, tu nous bombardes de trucs et puis tu balances ça comme ça. Après, il faut trier. Je dis oui, mais à chaque fois, chaque jour, j'essaie, je trouve, je note, mais parfois, je perce pas là il faut, tu vois, parce que moi, j'ai pas le temps. Ouais, en fait, tu es vraiment dans ton trip. Tu fais ton truc. Do your thing, comme il disait. Puis après, je balance ça sur un truc. Elle me dit, mais après, il faut chercher. Il faut trier. Mais on parlait du système qui se défend, du système que tu essayes, enfin, que tu bouleverses, hein, tu secoues un peu, hein, comme ça, le tapis, la poussière doit rouler dans toute la pièce. Est-ce que tu penses qu'au-delà du fait que, oui, tu secoues un peu le système, est-ce que le fait d'être une femme noire joue aussi dans le fait que tu sois mal vue, pas acceptée, traitée d'affabulatrice, enfin voilà. Est-ce que tu penses que ça déjà, joue? Ça joue. Je ne cache pas. Je sais. Je sais que c'est comme ça, mais j'ai décidé de ne plus regarder ça. Donc, voilà. Mais bon, ça fait mal de temps en temps. Ça fait mal. Maintenant, si quelqu'un d'autre, européen, reprend mon sujet, ça va fonctionner. Je le sais. Mais je sais que beaucoup de patients me reconnaissent et c'est ce qui compte pour moi. D'accord. C'est ce qui compte. Le reste, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'est comme ça. Je ne veux pas me mettre en soumission parce que j'ai remarqué le système, il faut appartenir à un groupe pour que ça marche. Mais j'ai remarqué que c'est un groupe, certains veulent être au-dessus et c'est eux qui vont dire à ta place. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je quitte à être seule, je m'en fous. Ok. Voilà, je ne veux pas dépendre des gens. Je fais ce que j'aime et c'est ça qui compte pour moi. C'est vraiment ça. Hein. Parce que j'ai remarqué que tu dépends des gens et après ils vont te dire ce que tu dois faire, ils vont t'imposer ils vont t'imposer ça. Et moi, je ne veux pas. Je veux être libre. Ça, j'ai toujours été comme ça. C'est plus lourd, mais au moins tu es droit dans tes baskets. Oui, voilà. Okay. C'est ce qui me... Je sais, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a une journaliste qui est venue un jour. On a parlé de l'histamine ensemble, tout. Elle devait écrire dans un journal, faire rendez-vous et tout. C'est jamais sorti. Et enfin, tu as eu l'occasion d'en... Ah, elle a pu contacter. J'ai fait la réunion comme toi, hein, j'ai fait tout, et puis je suis jamais venue. Ça n'a pas été publié. Non. Et la DAO, que je parle tout le temps, que j'insiste, que j'approfondis, ben, on m'a dit que sur le marché, tous font du business. Les produits DAO, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je sais que le chiffre d'affaires a monté. Ok. Mais jamais on viendra te dire merci. Je m'en fous. Ouais. Mon Dieu. C'est, on se dit la santé, c'est pas un marché comme les autres. Autant c'est très bien que c'est moi qui ai poussé beaucoup dans parler de la DAO. J'ai beaucoup poussé. C'est pas grave. Toi, tu le vis plutôt tranquille. J'ai dû travailler beaucoup. Non, au début, c'est quand même difficile. Ce serait, non, j'ai quand même été un peu choquée au début. J'ai été frustrée quand même au début. Mais j'ai dit, Lucie, fais ce que tu dois faire. Ouais, on voit que tu as fait un vrai travail sur toi. Hein. Ça se voit, ça se ressent. J'ai fait un travail. J'ai fait vraiment un long cheminement. C'est pour ça que j'ai dû repartir au Cameroun parce que ça a été, depuis 4 ans, c'est vraiment me reconnecter avec moi-même. Me dire que c'est ce que je sais, ce que je travaille, les recherches que je fais,
je sais que je suis sur le bon chemin Mm. et que je n'ai pas besoin de reconnaissance, mais que je dois faire ce que je sais qui est juste, je dois faire, en fait. Okay. Et le reste, tu verras. Voilà, je ne me bats plus. Ah. Non, c'est vrai, hein, parce que là où je vis même, tu vois, je n'ai pas de voiture, je vis dans un savoir, si tu veux où je suis, tu n'es pas venu. Non, je suis pas venue finalement. Parce que pas venu, tu vois, oui, voilà, je me suis dit, je veux profiter du cas... virtuel pour essayer d'être à 2 endroits en même temps. C'est difficile. Ouais, oui, mais parce que à un moment donné, j'ai vraiment tout perdu. Mm-hmm. Tout. Voilà, c'est pas grave, mais c'est plutôt cette histoire de droit. Hein. Oui, oui. Grave. Et j'ai tout perdu. Et j'ai dû recommencer à zéro. Vraiment à zéro. Oui. Conduire la voiture, quitter la maison, me retrouver dans un endroit ici où le salon c'est le cabinet, la salle à manger c'est la bibliothèque, la cuisine c'était ma cuisine, la salle de bain c'était la salle pour les patients aussi, et la chambre derrière c'était ma chambre. J'ai commencé comme ça. Donc tu es à nouveau au début. En 2018, c'est reparti. Wow. Ça dit que tu reprends à zéro. Tu reprends à zéro. Ah ouais, ça c'est chaud. C'est chaud. Et après, quand j'ai évolué, le comptable m'a dit, tu peux passer en société. Oui. Oui. Et d'abord, qu'est-ce que tu déranges? On adore être coupé dans le podcast, on adore ça. Qui viennent nous dire bonjour, même si c'est un truc pour femmes. Hein. Non, on aime ça être coupé dans le podcast, surtout par des enfants. Ah oui, je fais des grimaces. Ouais. Et en fait, j'ai évolué comme ça. Et puis, le comptable me dit, tu peux passer en société. Ah, moi okay. Quand je vois d'où je viens et que j'ai démarré, pas de voiture, j'étais le bus où mon compagnon m'accompagne, c'était comme ça, c'était vraiment oui. Il me disait, t'es fort toi. J'ai dit non, il faut repartir à zéro. C'est comme un dépouillement, plus rien, et tu reprends. Comme un enfant de 20 ans, 25 ans. Mais c'est ça en fait. C'est ce que j'ai fait en 2018. Wow. 2 ans après, il me dit, tu peux passer en société. Okay. 1 an après, 6 mois après, c'est mon premier salarié. Ah! C'est mon fils. Oui. 6 mois après j'ai un salarié qui est mon assistante. Et j'ai déjà 2 indépendants avec moi, puis une autre qui m'accoute, qui est indépendante à l'activité. Donc j'ai évolué comme ça. Oh, wow! Exponentiel. Oui, le potentiel était là. Et l'année passée, où je suis plus tôt, c'était ça passe vite les années, en 2021, c'est 2020 à la société, en janvier 2021, je suis à 6 mois de rendez-vous. Ah ouais. Ouais, ça c'est un indicateur plutôt fiable que ça marche. Je suis partie vraiment, j'ai dit, j'avais quand même une petite base, mais qui n'était pas celle-ci, qui était juste une base petite, pas trop. Et là, je me suis retrouvée comme ça, du jour au lendemain. Je me suis dit, mais comment je vais faire, seul médecin, avec tout ça? Donc là, maintenant, on commence avec 2 médecins en plus. Et ta consultation, c'est vraiment une consultation qui est centrée sur cette prise en charge autour de l'histamine? Non, pas que, parce que je fais aussi des bilans hormonaux, je fais vraiment, mais moi, mon but, c'est que les gens doivent arriver. Je ne peux pas insister, mais les deux, non, on ne peut plus arriver en me disant, je me sens pas bien, non, moi, c'est fini ça. Il faut que les gens se reconstruisent. Ça sert à rien, parce que si tu ne peux pas t'aider, si tu ne peux pas te regarder en face, si tu ne peux pas te toucher parce que tu n'aimes pas ton corps, comment veux-tu que j'aime ton corps? Comment veux-tu que je t'accompagne si toi, tu ne veux même pas ce corps? C'est un mensonge. Oui, bah écouter un médecin dire ce genre de choses, c'est quand même... Comment veux-tu que je t'aide si tu ne t'aides pas toi? Parce que les gens viennent te donner leur corps en disant prends et je veux aller bien. Oui, vas-y. Mais je ne veux pas faire d'efforts.
Répare et redonne. Oui, je veux continuer de boire, je veux continuer de fumer, je veux continuer de pas faire du sport, mais je veux aller bien. Oui. Oui. Ah, je dis merci. Oui. Médicaments, tu prescris, et voilà. Mais quel médicament? Oui, Puisque tu ne fais rien pour que ça change. Ouais. Médicaments pour maigrir, médicaments pour, pour diminuer le cholestérol, médicaments pour... voilà. Non, en fait, c'est ce à quoi on a été habitué. Oui, mais tu vois? casser ça. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est le bon sens même. Ouais. Mais quand je te disais qu'on est pris dans un engrenage, c'est qu'on va je dis n'importe quoi, mais le gastro, on a mal à l'estomac. Bon, on prescrit des antiacides. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout mon domaine. Mais voilà, tu vois. Et... Mais... on prend pas le temps d'avoir la démarche parce que c'est long, c'est compliqué. Comment est-ce que vous vous alimentez? Est-ce que vous êtes stressé? C'est long. Et puis, on n'a que 15 minutes, tu vois. Et en fait, c'est ça. Tu peux même venir la première fois, tu prends ce médicament pour t'aider au début. Mais fais quand même la démarche pour tout changer. Ça peut être une béquille, le temps, le temps, ouais. Que tu trouves des solutions, que tu changes ton mode de vie, que tu ne te surcharges plus, que tu revois tes objectifs de vie. C'est comme ça. Ouais. Mais maintenant, mais ça, on le voit plus, je trouve, chez des... Enfin, j'espère que je vais rien dire de déplacé ou de vexant, mais on va plus le voir chez des coachs qui sont... bon, il y a des coachs qui sont hyper professionnels et tout, mais bon, maintenant, c'est quoi le coaching? On fait des formations sur Internet, on se déclare coach. Et on a plus cette démarche dans cette population-là que chez les médecins qui devraient l'avoir, qu'on consulte. Notre médecin généraliste, c'est quand même notre... bah, tu vois mais lui, il est là pour la maladie. C'est-à-dire que quand tu es dans un stade de maladie, le médecin va t'aider. C'est important, ça. Oui. Mais quand tu es dans un mal-être, dans un mode de vie pas bon, c'est pas son travail. Oui, c'est ça. Il faut mettre le médecin traitant à sa place. Il a sa place. Quand tu auras ton diabète et tout, il va faire tout pour t'aider par rapport à ça. Quand tu auras un cancer, il va t'accompagner par rapport à ça. Oui. Mais que le médecin se place dans la partie du mal-être, c'est pas son rôle. Parce qu'il va donner quelque chose, mais il ne va pas travailler le mal-être. C'est le rôle de qui alors à ce moment? Parce que toi, tu le prends bien. Déjà... Non, mais c'est toi. Oui. C'est toi. Tu vas aller toujours chercher de l'aide à l'extérieur de toi. Tu vas chercher de l'aide à l'intérieur. C'est pas pareil. Si tu mets des objectifs là, le plafond là, alors que tu n'as pas les moyens pour y arriver, ben, tu tombes. Il faut revoir ces objectifs. Ok. Redéfinir ces objectifs. Les moyens que tu as pour y arriver. Ce sont des moyens qui te font tomber. Tu vois plus tes enfants que tu es toujours dehors. Moi, je connais ça. J'ai travaillé tout le temps à l'hôpital. Je sais. Je sais d'où je viens. Hein. Je crois que je le dis aujourd'hui. C'est pas que j'ai pas fait. Je connais cette vie-là. Oui, mais si c'est ça que tu veux et tomber malade, mais quand tu tomberas malade, ne dis pas pourquoi je l'ai eu. Ouais. Il y a des gens qui ont des maladies génétiques compliquées. Je n'ai pas dit ça, mais il y a des gens qui ont des maladies liées au mode de vie. C'est même plus de 30%. C'est quand même plus de 30% des maladies. Donc déjà ça, le mode de vie, il faut vraiment... Oui. Donc si on change le mode de vie, après il y a les toxicités, il y a les trucs, mais le mode de vie a une place importante. Dormir tôt, manger, enfin, tout ça, c'est important. Donc si on change le mode de vie, on peut déjà améliorer de nombreuses maladies. On va freiner l'arrivée de nombreuses maladies. Ok. Oui, l'infarctus aujourd'hui on a 25 ans, 20 ans même, alors qu'avant on disait 60 ans et plus. Oui. Alors pourquoi ça dit que notre mode de vie n'est pas bon? N'est pas bon. Oui. Un fléau. Oui. Mais ça va. Tu as bien retapé sur le clou. Je pense que là, il s'est enfoncé d'un bon centimètre. Merci beaucoup. Non, mais l'objectif de mode de vie, c'est important. Ouais, déjà, une femme, en soi, je suis médecin, je suis content, on va me dire, oui, maintenant, tu es médecin, tu peux dire, mais en fait, une femme, c'est d'abord la maternité. Les enfants. Mais prends du temps pour eux. Moi, j'ai dit aujourd'hui, une femme devait être mi-temps. Moi, je crache pas. Une femme devait travailler mi-temps.
et avoir du temps pour ses enfants. Mm. Parce que tes enfants, c'est toi qui vas donner la direction. Oui. C'est pas la femme qui va aider tes enfants. Elle a une éducation autre. C'est toi et ta maman, ta famille, ton environnement qui a donné un chemin de vie à vos enfants par rapport à ce que vous êtes, ton mari et toi. Mais là, on donne nos enfants à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs et sont eux qui accompagnent nos enfants et nous sommes au travail. Ah, ça fait mal, hein, quand tu dis ça. Moi, ça fait mal. Ouais. Mais c'est notre vie aujourd'hui. C'est la vie qu'on mène. C'est juste. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être médecin, pas qu'il faut être comptable. Il faut l'être. C'est même bien pour nos enfants d'avoir des mamans qui sont diplômées. Mm-hmm. Mais la maternité, l'accompagnement de nos enfants, ça reste un rôle important vers moi. Ouais. Si pas on me dit que le papa peut, mais c'est pas pareil. Non. La maman, c'est la douceur, c'est tout, c'est le temps. Un papa, il n'a pas le même. Il peut, mais c'est pas pareil que la maman. C'est pas les mêmes hormones, c'est pas le même truc. Ouais, non, c'est pas le même attachement. Faut pas se leurrer. C'est pas le même attachement. Et un papa, il a toujours confiance à son épouse. Oui. Donc, quand il va choisir une épouse, il va choisir l'épouse qui va être la mère de ses enfants. Donc, il a confiance en cette femme. Donc, il va travailler, il apporte tout ce qu'il faut pour que sa famille soit bien. Et quand il rentre avec une femme qui est heureuse et épanouie, il est heureux de rentrer à la maison. Tu vois? Donc, c'est tout ça qu'on a perdu. Donc, et après, on est malade. La femme travaille, elle est fatiguée, épuisée, elle crie son mari crie sur elle, parce qu'on peut les deux fatigués, les enfants voient les parents qui se crient dessus. Enfin, c'est un cercle vicieux. Je pense que les gens qui vont écouter le podcast vont être en mode dépression. Non, mais c'est pas dans dépression, c'est un réveil. Non, mais c'est un réveil, mais c'est dur hein, comme réveil. C'est un réveil, ce sont des vérités. Oui. Non, c'est absolument vrai. On pourrait pas te contredire. Ce que tu dis est absolument vrai. C'est dur à entendre. On travaille trop et on laisse nos enfants être élevés par d'autres personnes qui ont des valeurs différentes. Il faut savoir vos choix, vos priorités. Ouais. Parce qu'après, il faudra les assumer, qu'on se retrouvera en face des conséquences. Oui. Merci beaucoup. Ce que tu dis n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, crois-moi. Non, mais c'est vrai. J'espère que les générations futures, parce que pour nous, c'est déjà fait, on a déjà eu ce chemin-là, mais j'espère que nos enfants, aujourd'hui, on pourra leur dire la vérité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la vérité de ces années de vie qu'on a vécues. Moi, j'ai 53 ans, d'autres ont 60 ans. Quand on regarde, on se rend compte que la plupart des maladies sont liées à ce mode de vie qu'on a instauré depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair. On fume, on boit, on fait ça, on travaille tous, voilà. On a 2 voitures, grande maison, là-bas, on fait que ça. Et nos enfants, quelle valeur on leur donne? Ouais. En bon entendeur... Merci beaucoup. Merci pour ce rappel qui était plus que nécessaire, je pense. Plus que nécessaire. Merci beaucoup. Alors, petit mot de fin. Est-ce que tu peux... tu m'as déjà donné énormément de réponses à cette question, mais je la repose quand même. Est-ce que tu peux nous donner un peu, dans ton parcours, ce qui t'a soutenu, ce qui t'a tenu, que ce soit une phrase, un livre, une personne, un mantra, quelque chose qui t'a permis tout le temps de tenir debout et quelque chose que tu as envie de transmettre aux auditeurs, de transmettre à ton fils. Voilà. Il y a d'abord c'est Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un poète libanais. Il avait dit: vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils naissent par vous. Pour devenir. Pour être sur la terre. Ok. Ouais. Mais ils vous appartiennent. Ouais. Ça m'avait beaucoup parlé, ce truc. Ouais. C'est pour ça que ce cheminement pour mon enfant.
je l'ai fait. Ils passent par nous peut-être. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Donc, il faut leur dire la vérité. C'est ça qu'on a. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas être médecin, tu dois être un homme. Oui. Khalil Gibran a dit, le mariage, c'est comme les piliers de l'église. Ils ne sont pas accolés. Ils sont séparés, les 4 piliers. Donc, si les 4 piliers sont rapprochés, l'église tombe. Donc, ça veut dire que dans un mariage, il y a ton chemin et il y a son chemin. Ok. Il n'est pas collé. Ça, c'est une vision que je n'avais pas encore, que je ne connaissais pas encore. Et si tu respectes l'autre dans ce qu'il est, et qu'il te respecte dans ce que tu es, alors et que vous avez un chemin vers un objectif, en respectant le chemin de chacun, vous allez mieux réussir votre vie. Eh ben, dis donc, sacrée image, un vrai poète du coup. Et la fin, la lumière est en moi, la lumière n'est pas à l'extérieur. Oui. Moi, je trouve qu'on cherche la lumière, alors que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Et il faut réveiller ta lumière. Eh ben, dis donc, ma tata avait raison, tu as un vrai puits de sagesse. On peut t'écouter des heures. Ah oui, c'est un peu... Non, franchement, elle me disait, quand elle vient nous parler, parce que tu vas à leur rencontre entre femmes médecins, et elle me dit, tu sais, hein, on est toutes médecins, hein, mais Lucie, non, c'est un niveau encore au-dessus. Non, mais réveillez la lumière qui est en vous. On dit, il n'y a rien à l'extérieur. Ça, c'est... Nous sommes tous lumière. Ouais. Ça, je pense que ça va être ça, l'intitulé du podcast. Vous êtes la lumière. Oui. Elle n'est pas ailleurs, elle est en vous. Oh, en tout cas, merci beaucoup pour cette séance. C'était hyper inspirant. J'ai pris plein de sagesse comme ça d'un coup dans le visage. Il va falloir que je digère tout ça. Il va falloir que je digère. Non, mais tu es jeune, hein. Tu es jeune et que je pense que aussi tes enfants sont jeunes. Très. 3 et 5. Donc tu as le temps, de les construire. Ouais, il est... Ouais, je m'y mets... je te dis, dès que je sors d'ici, je pense que je vais tout de suite repenser, revoir les choses assez différemment. Et maintenir le cap surtout. Maintenir le cap. Faut tenir. Okay. Ça marche. En tout cas, merci. Toi, je te souhaite une année 2023 sur la continuité de ce que tu as maintenant. Plus, mieux. Et continue à faire de belles choses, à inspirer. Continue aussi à embellir les femmes que tu rencontres. Par ce que tu fais. C'est important. Et tu es mon premier interview de l'année. Oh, dis donc. Non, c'est vrai, c'est toute folle. C'est aussi beau, oui. Tu penses que tu dois sortir 5 ans? Alors, ici, je suis en train de faire le tri. Du coup, je te dis au revoir comme ça. Je coupe et on continue. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!